1, 2. Alors, nous allons commencer notre dernière conférence de la journée et pas sur un petit sujet parce qu'on va tout simplement parler de transition énergétique et de bâtiments. Rappelons-le, les bâtiments, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde. C'est aussi l'un des principaux secteurs émissifs. Alors, le sujet, c'est évidemment, d'une part, comment composer avec l'existant, comment massifier la rénovation, sujet d'actualité s'il en est, mais c'est aussi comment envisager les futures constructions. Alors on va parler de nouvelles méthodes, on va parler de nouveaux acteurs, de nouveaux modes constructifs. Bref, on va jeter un regard un petit peu différent sur un sujet dont on parle beaucoup, mais qu'on aborde souvent d'une manière extrêmement classique. Et pour ce faire, j'ai autour de moi Marc Verrecka, président de Verrecka, et Pierre Maillard, PDG de Hélio. Bonjour à tous. Alors, présentez-vous en quelques mots avant qu'on aborde le fond du sujet. Verrecka, en quelques mots, Marc. Alors, en quelques mots, Verrecka, c'est déjà un constructeur promoteur qui a 33 ans d'existence aujourd'hui. On est plutôt axé, on a un ADN très fort qui est la pierre de taille, parce que j'avais un papa constructeur, donc on est axé sur cet esprit-là, et on a avancé plutôt dans un esprit bâtisseur-constructeur, aménageur, à travers ce matériau, pour faire des logements de qualité et surtout des logements pérennes. Voilà. Alors, on va y revenir parce que chaque mot est important. Pierre Maillard. Bonjour à tous, merci Cécile pour votre accueil. Pierre Maillard, président d'Hélio. Hélio, on a un bureau d'études qu'on a créé il y a 15 ans en ingénierie énergétique et auprès des collectivités, du secteur industriel. On intervient chez nos clients et nos partenaires pour travailler sur les sujets de consommation d'énergie, de suivi de consommation d'énergie, notamment dans un projet de rénovation, que ce soit une industrielle ou une rénovation d'un bâti. On va aller travailler sur comment gagner en performance en consommant moins. Donc on accompagne sur l'ingénierie technique et sur l'ingénierie financière et on s'est développé sur le secteur tertiaire, collectivité et résidentiel collectif évidemment. Alors, pour attaquer le sujet, quand on veut construire quelque chose, il faut avoir les bons outils. Je crois que c'est ce qu'on dit également dans la construction. Donc j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a les bons moyens pour véritablement engager le secteur du bâtiment dans ce long chemin de la neutralité carbone? Pierre Maillard. Les bons outils, je suis intimement convaincu qu'on les a. Donc il y a deux sujets pour moi. Il y a le sujet du bâti lui-même, donc dans sa construction, et il y a le sujet de l'utilisation du bâti après, donc dans l'exploitation, dans l'utilisation. Dans le sujet de la construction, on a tous les outils, notamment les outils de notation, de performance, de s'assurer que la construction peut être durable, peut être un peu plus saine. Après, sur le sujet des moyens, je ne suis pas sûr que ce soit très poussé aujourd'hui, ni très incitatif. Et donc il faut qu'on trouve les moyens, notamment par l'exécutif et par le gouvernement, à davantage aider et promouvoir des matériaux qui peuvent être biosourcés, géosourcés, de promouvoir un peu de circuit court, de promouvoir des choses qui vont avoir un impact direct sur la durabilité d'un bâtiment, puis sur son utilisation. Et sur l'utilisation, on a des outils qui existent, les outils de suivi de consommation énergétique, de suivi de la performance énergétique. À nos yeux, ils sont là. Sur la partie moyen, par contre, c'est plutôt, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'incitation. Oui, si vous faites des travaux de rénovation énergétique, de performance énergétique, il faut que vous soyez incité financièrement. Mais après, il y a le côté réglementaire. Donc là, aujourd'hui, on a lancé, il y a un côté un peu réglementaire. Il y a du décret tertiaire qui tombe avec vous. L'ensemble des secteurs tertiaires qui va être imposé, qui va devoir faire 40% de réduction de consommation d'énergie avant 2030. C'est des chiffres qui sont quand même conséquents et importants, donc il faut trouver les moyens. Mais à nos yeux, ce qui manque, et on essaie de se porter garant là-dessus, c'est sur la responsabilité de l'atteinte de la performance énergétique ou de l'efficacité énergétique qu'on va promettre lorsqu'on fait des travaux. Voilà. La responsabilité, c'est bien beau de faire des promesses, mais comment on le suit et comment on s'assure sur 5 ans, sur 10 ans, qu'on atteint réellement cette efficacité énergétique et ces réductions de consommation promises au début. Parce qu'effectivement, les chiffres sont ambitieux, mais sur ce sujet-là, l'objectif, c'est le résultat. Alors, Marc Verrecka, j'imagine que vous rejoignez Pierre Maillard sur le fait qu'on a les bons outils, les bons matériaux. Et en l'occurrence, le matériau, vous l'avez cité tout à l'heure, la pierre,
vous n'avez pas attendu tout ce travail réglementaire d'incitation pour le travailler. C'est votre ADN depuis quelque temps, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est vrai. Alors je rejoins un petit peu ce qu'il dit, et c'est vrai que le logement aujourd'hui, c'est 27% d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc on a effectivement, je pense, une responsabilité déjà importante par rapport à cela. Alors les bureaux d'études, évidemment, mesurent les choses, mais c'est aussi à nous, à travers les différents matériaux, et donc géosourcés et biosourcés, de trouver des solutions. Alors, je pense que la première des choses, c'est maîtriser. Maîtriser le matériau, c'est pour moi très important. Ça fait 33 ans qu'on a commencé à le construire, qu'on l'a travaillé, qu'on sait le découper, qu'on sait l'améliorer, qu'on sait l'adapter. Et ce matériau, eh bien, il a rendu aujourd'hui, et c'est vrai, on peut le voir à travers le temps, dans la construction neuve, et une certaine pérennité. On a redonné un peu une qualité environnementale et surtout une qualité patrimoniale au logement neuf à travers ce matériau. Mais on a été beaucoup plus loin ces 5-6 dernières années, puisqu'on a cherché à comprendre, mais est-ce qu'il est aujourd'hui adapté, parce qu'il a été oublié aussi. Et on s'est dit, on va aller chercher un petit peu les chiffres. Et puis on s'est aperçu de choses extraordinaires. Par exemple, il est 2 fois moins émissif que le béton. Il est à 24 kg CO2, alors que le béton est plutôt à 55-60. Donc on rentre dans un cadre vraiment d'utilisation d'un matériau bas carbone. Après, on s'est dit, comment on va le mesurer? Est-ce qu'il va être adapté et à quel endroit il va être adapté? Et on s'est dit, on va mettre le bon matériau au bon endroit. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est le bon matériau au bon endroit. On n'est pas, nous, ayatollahs, de dire on va mettre de la pierre partout. Pour nous, le meilleur endroit où la pierre elle donne du sens, c'est sur les extérieurs. Pour 2 raisons, et là on la connaît depuis 33 ans. La première, c'est sa pérennité, sa durabilité dans le temps, et puis sa beauté, parce qu'il faut aussi dire les choses. Et puis l'analyse qu'on en a faite avec ce 24 kg CO2, on a été un peu plus loin. On a regardé le déphasage de ce matériau. Alors qu'est-ce que c'est que le déphasage de matériau? Alors en général, je dis toujours, j'ai une petite Tata Morissette en plein milieu de la Creuse, et on arrive en plein mois d'août, et puis on rentre dans sa maison en pierre où ça ferme, et puis on s'aperçoit qu'il fait frais à l'intérieur. Donc on s'est dit, on va aller un peu plus loin, et on a utilisé cet exemple pour mesurer. Et le béton, par exemple, alors vous prenez sur une journée de 9 heures, le béton à midi, dans n'importe quel endroit, le béton, la chaleur va rentrer. La pierre, on est sur 4 ou 5 heures. Donc on s'est dit, c'est une véritable climatisation naturelle, donc il faut utiliser les ventilations, les choses un peu naturelles par rapport à ça. Et l'association des matériaux, le béton de chanvre, le bois, on y est parvenu. Alors on a récemment fait un partenariat avec Franck Matisse, parce qu'on s'est dit qu'on voulait des gens qui maîtrisaient le matériau, et on s'est dit on va mettre la pierre en extérieur et le bois à l'intérieur. Et on s'est rendu compte que, par exemple, pour un exemple très, très simple, les réductions de ponts thermiques, les 2 matériaux en conductivité thermique étaient vraiment complémentaires. La pierre sur l'extérieur et le bois sur le plancher. Donc il y a des solutions. Mais les solutions, il faut les comprendre, il faut les adapter. Et c'est vrai, on a besoin de vous. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus simple. Il faut aussi avoir, au niveau technique, au niveau coût, des responsabilités. Mais je pense que ça passe par de vrais professionnels et des gens qui maîtrisent vraiment ces matières-là. Et puis le dernier point, pour la ressource, on nous a toujours dit, mais la pierre de taille, est-ce qu'il y a encore de la pierre de taille en France? Alors j'informe quand même que sur la France, on est le plus gros, on a la plus grosse réserve au niveau pierre calcaire, au niveau européen, voire mondial. Donc c'est quand même assez important. Et puis si on se pose la deuxième question, est-ce qu'il y a encore des carrières? Oui, sauf que depuis une 50aine d'années, on ne les utilise plus. Donc il suffirait de toutes les réouvrir pour avoir un matériau à cycle court, puisque c'est sur toute la France, donc c'est très proche, donc c'est quand même important d'avoir un cycle court. Ça rentre dans le bas carbone. Et puis la manière de le réutiliser et d'être vertueux à le réutiliser. Alors effectivement, cette question de la gestion stratégique de la ressource, puisque c'est ça dont on est en train de parler, il en a été abondamment question ici, sur cette scène, avec Valérie Pécresse, lorsqu'on a évoqué la vision prospective de la région à 2040. Il y a un autre sujet dont on a parlé et que vous nous appelez à traiter en parlant de maîtriser. C'est la question des compétences, parce que se donner les moyens alors, fiscaux, législatifs, réglementaires, techniques, oui. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les compétences en nombre suffisant pour le faire? Et pour le dire plus carrément, est-ce que la filière des métiers du bâtiment est prête
est-ce qu'elle est suffisamment formée? Parce que ça, c'est pas un petit sujet. C'est une question que je vous pose d'ailleurs à tous les deux, hein, de ce que vous envoyez dans vos expériences respectives, Pierre Maillard. Ah, Marc en a parlé, il faut des gens compétents et qualifiés. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est aujourd'hui, bon, en parallèle du manque de main-d'œuvre, on sait qu'il y a un manque de main-d'œuvre en France, tous les secteurs, etc. Ça, on le constate. Après, il y a les sujets de la formation. Il y a deux sujets. Il y a l'apprentissage, donc les écoles. Dès le début, on va former les jeunes. Et puis, il y a le sujet de la reconversion. On peut travailler sur ces deux sujets-là. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui à retrouver des valeurs et à retrouver de l'exigence. Les gens recherchent de la compétence, le beau, le vrai. On a perdu en 2 décennies, je pense, beaucoup de valeurs, beaucoup de savoir-faire. Et quand on discute tant avec des jeunes qu'avec des donneurs d'ordre, qu'avec même le politique, l'ensemble des partis veulent retrouver ce côté vérité et vrai, et de se tirer vers le haut. Et donc ça, c'est très positif. J'en veux pour preuve l'ensemble des fonds, des subventions, des appels à projets qui sont lancés. Où là, il y en a eu un là, récemment, au premier trimestre, qui a été lancé par le gouvernement. Ils ont distribué 250 millions. Et sur les 250 millions, pour les nouveaux projets innovants, il y en a 150 millions qui sont sur la formation au métier de l'artisanat et notamment au métier de la performance dans le bâtiment. C'est très positif, c'est très prometteur. Ça montre aussi l'axe qui est en train d'être pris par tant les politiques que les décideurs qui vont distribuer, qui vont choisir les projets, que ceux qui les portent, qui sentent qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc aujourd'hui, on a un vrai manque de compétences, il y a beaucoup d'organismes, mais il faut trouver le temps, et c'est à nous aussi, acteurs du privé, de donner du temps à nos personnes compétentes, d'aller former des nouveaux, des jeunes sur le terrain. On s'est lancé, nous, dans un projet qui s'appelle Les Reconstructeurs, où on associe plusieurs compétences, des organismes de formation, des gens du terrain, des gens qui sont réputés, des gens qui sont à la retraite, mais qui ont l'amour du métier, pour se relancer et pour reformer des jeunes, retrouver la passion du terrain et la passion du bâtiment. Et je pense que le côté promouvoir et mettre en avant des valeurs va nous sauver, va nous tirer vers le haut. Marc Verrecchia, j'imagine que c'est un sujet éminemment important pour vous aussi. Oui, alors c'est crucial, mais déjà, je pense que en France, et c'est vrai, je pense que la valeur du travail, au niveau de l'artisanat, au niveau de tout ce qui est valeur manuelle, a toujours été très mal perçue. Moi, quand j'étais à l'école, on me disait ton père est maçon. Ah bon? Donc j'habite dans une cabane en bois. Enfin, vous voyez, donc j'étais ah bon, non, mais non, il construit des immeubles, des maisons. Enfin, surtout des maisons d'ailleurs avec de la pierre. Donc déjà revaloriser ce métier. Et puis moi, ce qui m'a choqué énormément dans les choses, c'est que j'ai toujours été très amoureux de ces métiers-là. Je trouve que c'est très beau de regarder un couvreur, un charpentier, quelqu'un qui fait quelque chose de ses mains, et c'est beau à regarder. Et ce qui est beau n'est pas forcément cher, vous voyez, c'est important. Donc déjà, je pense que c'est déjà une mentalité, rechanger de mentalité. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des valeurs essentielles. Je pense que les valeurs reviennent au cœur du débat. On a eu le Covid, on a eu un tas de choses. Il y a aussi une direction qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'acte de construire juste parce qu'il faut faire des logements. On est dans un environnement global, beaucoup plus systémique et moins pyramidal des choses. Donc on a, nous en tout cas à Verrecchia, et je pense qu'on le partage, cette envie de redonner envie et redonner direction et de dire que c'est bien le bâtiment, c'est chouette. Et puis, moi, étant issu de quartiers un peu plus difficiles, il y a la jeunesse. Et la formation, c'est la jeunesse. Et il faut donner l'avenir à la jeunesse. Et il y a 3 ans, j'ai créé un fonds de dotation. Et la première des choses que j'ai voulu, c'est reformer, je dirais, promouvoir en tout cas ces métiers-là. Et on m'a dit, mais en fait, tout le monde l'a déjà fait, la formation, ces choses-là. Bon, et je leur ai dit, mais vous trouvez que les jeunes sont formés? Donc on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire que comme on maîtrise la pierre de taille, parce qu'on a des parts, on est propriétaire de certaines carrières, et bien on s'est dit, on va reformer des tailleurs de pierre. Et moi, s'il y a 15 ans, on m'avait dit que j'allais avoir un matériau qui était non seulement un matériau de construction, mais un matériau d'art, le fonds de dotation était là pour ça, c'était emmener le jeune de la taille sur l'art. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est important, je pense que le bâtiment, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art à travers l'architecture, à travers le geste,
artisanale, le geste de créativité et le fait de reformer nos tailleurs de pierre. Alors, ce n'est pas nous qui les avons formés, hein. On est allé voir les compagnons du devoir. Combien de temps justement pour former un tailleur? C'est combien de temps pour former un tailleur de pierre? Ça dépend de la motivation du jeune, mais entre 3 à 6 mois minimum. Et puis après, c'est sur le terrain qu'il apprend. Mais on était voir les compagnons du devoir et on forme 30 jeunes par an. Et en parallèle, on a fait des résidences d'artistes, alors sur nos lieux éphémères à lesquels on construit, ce qui a permis aux artistes d'apprendre des tailleurs de pierre et de donner une dimension beaucoup plus importante que juste l'acte de faire une maison ou faire quelque chose. Ça a donné beaucoup plus de hauteur à la chose. Et c'est là, je pense, que notre enjeu de demain, c'est donner de la hauteur aux choses. Et quand vous leur dites en plus que c'est bon pour l'avenir, qu'on redonne, ils travaillent un matériau naturel qui est bas carbone, qui est pérenne, qui est durable et qui est français, parce que c'est sur notre territoire, ce qui est quand même très important, eh bien je pense qu'on agit dans la bonne direction. Aujourd'hui, aucun jeune ne travaillera ou ne regardera les choses sans avoir du sens, vraiment du sens. Et on a de la chance d'avoir une jeunesse qui reprend du sens. Parce qu'il y a des enjeux qui sont très forts et très, très, très durs à comprendre. Et à travers ces actes-là, on donne la direction. Et je pense qu'on doit donner la direction et donner beaucoup d'espoir et de profondeur aux choses. Alors, j'ai envie d'aborder un autre point sur le sujet de la rénovation énergétique, et je dis bien énergétique, pas seulement thermique des bâtiments. Une autre raison pour laquelle le sujet fait débat, ou pour laquelle on en parle beaucoup, c'est qu'il est tout simplement complexe en lui-même. Il est complexe parce qu'il appelle une grande chaîne d'acteurs. Et on peut avoir le sentiment que jusqu'alors, on a voulu le simplifier. On a voulu simplifier en disant, voilà, on va mettre telle technologie, une sorte de technosolutionnisme, et chacun faisait son travail avec des acteurs très cloisonnés. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut poser le diagnostic, il faut identifier les bons travaux. Une fois qu'on a identifié les bons travaux, les bonnes entreprises. Après, il faut financer. Après, il faut mesurer le résultat. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que cette chaîne d'acteurs, au-delà de la compétence de chacun, est à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'il ne faut pas changer ça aussi? Aujourd'hui, on a une image dans le bâtiment tout de suite de la complexité, et c'est vrai. Et pourtant, quand vous discutez avec les uns et les autres, vous avez il y a un poids social de dire, quand vous allez lancer des travaux chez vous, de dire je vais faire moi-même, ou je vais me débrouiller, je sais faire, c'est pas compliqué. Donc, on est vraiment déjà dans une contrariété directe. Mais, alors qu'au contraire, le sujet de la rénovation, il est simple quand on sait le faire. Il est simple quand on est compétent ou quand on a des gens compétents derrière. Ou au moins un interlocuteur qui peut gérer l'ensemble du projet. Mais aujourd'hui, on demande, je parle du résidentiel individuel, mais ça correspond aussi avec l'ensemble des autres secteurs d'activité, mais on demande à un ménage, sur la rénovation énergétique, d'être à la fois architecte, designer, artisan, expert technique, banquier, financier, expert en rénovation énergétique. En fait, c'est plein de métiers différents. Puis après, on lui demande de bien faire pour pas qu'il y ait d'effets rebonds. Ça fait beaucoup. Absolument, quand même. Et en plus d'aller chercher toutes les finances, de se débrouiller lui-même et puis de payer. Et puis, voilà. Et puis son banquier va le regarder, son notaire va regarder, va lui dire qu'il a mal fait, qu'il ne peut pas revendre sa maison. Voilà. Il y a beaucoup d'enjeux. Et pourtant, c'est assez simple quand on maîtrise la chose. Mais la première chose, vous l'avez dit, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, d'analyser le bâti. Première chose. Donc dans la rénovation, on analyse le bâti. Et c'est pas, quand on dit on va faire un audit énergétique ou un audit tout court du bâtiment, c'est pas un DPE ou un diagnostic de performance énergétique qui va pas servir à rien, mais qui va pas nous orienter, qui va juste nous donner une indication, un état donné. Mais l'audit énergétique, quand on en parle, ça a vraiment tout son poids, dans le sens où on va travailler le bâti et savoir comment le transformer, faire des préconisations après. Sur la base des préconisations, d'aller chercher des devis. Sur la base des devis, après, d'essayer d'aller réduire les restes à charge pour s'occuper de la partie financière. Puis, il y a un sujet d'accompagnement des travaux. S'assurer que l'ensemble des corps d'État qui vont intervenir, ou des corps de métier qui vont intervenir sur le chantier, vont être compétents, vont être sélectionnés par quelqu'un qui connaît le métier, qui a ses partenaires de confiance, pour s'assurer que le chantier va être bien fait, que les promesses émises au début vont être bien réalisées. Puis après, il y a le sujet de l'atteinte du résultat. J'ai promis une rénovation énergétique, j'ai promis une atteinte d'efficacité énergétique, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que je m'assure derrière qu'on va bien l'atteindre? Donc ça, c'est un suivi dans le temps. Aujourd'hui, on peut mettre en place des outils. Et c'est à mes yeux très dommageable que ce ne soit pas poussé et même réglementaire d'avoir des outils de suivi de sa consommation.
Voilà, on a l'ensemble des outils, que ce soit aujourd'hui, avec les Linky, avec les compteurs gaz, avec tout ça, on peut avoir de la donnée très précise. On a des outils technologiques qui sont à notre portée, qui sont très faciles d'accès et très faciles d'utilisation. Il faut, à mes yeux, même dans la RE2020, ce n'est pas des choses qui sont mises en place, qui sont préconisées. Elles sont juste identifiées, mais elles ne sont pas réglementées aujourd'hui. Or, si on veut rénover énergétiquement et suivre des consommations, on ne peut pas les suivre qu'à un niveau macro, il faut rentrer dans le micro. Parce que c'est des sujets, on a une vraie croyance en France, et c'est malheureux je trouve, de dire qu'il y a un système qui doit être appliqué partout. Je pense notamment à la pompe à chaleur. Et bien à mes yeux, ce n'est pas la solution. Au contraire, on analyse un bâti, on analyse un existant, on choisit une solution sur place en travaillant le sujet des matériaux, du matériel, des équipes qui vont intervenir pour s'assurer qu'après, on ait une performance du bâti une fois qu'on l'aura rénové. Et c'est à mes yeux le point. Voilà, il faut changer un peu, il faut passer du macro au micro pour s'assurer la performance du bâti. Et derrière, c'est tout le sujet dont on a peut-être trop peu parlé cet hiver, c'est tout le sujet des flexibilités, de ce que les énergéticiens appellent la demand response, qui sont encore totalement à développer en France, parce qu'on n'a pas vraiment travaillé sur cette demande en aval du compteur, en fait. Ouais. Oui, absolument. L'aval du compteur, on le travaille pas beaucoup ou très peu aujourd'hui. Alors bon, il y a des sujets, le décret tertiaire et le décret BAX dedans, qui vont imposer la gestion technique des bâtiments, suivi, donc on va suivre les consommations énergétiques du bâtiment et donc de l'exploitant ou de l'utilisateur. Donc ça, c'est des bons... on va dans la bonne direction, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend, quoi. Enfin, c'est un peu comme le sujet aujourd'hui du photovoltaïque ou autre. Voilà, la France, on est un des pays les plus en retard au monde. C'est un peu dramatique à mes yeux, alors qu'on a des super solutions qui existent en France et on les pousse pas assez. Toujours sur des croyances un peu de ça va se faire, mais on ne prend pas de décision. Aujourd'hui, on a tout pour le faire. On a des hommes, on a des outils, on a un bâti, on a un existant, on a un savoir-faire. Je pense qu'il faut trouver des interlocuteurs qui sont capables de les mettre ensemble et de travailler sur le bâti et ensemble d'aller vers cette performance énergétique. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle du suivi, moi, le sentiment que j'ai en vous écoutant, Marc Verreca, et en regardant ce que vous faites, c'est que pour vous, l'acte de construire, c'est pas voilà, je construis et puis après, je m'en occupe plus. Et avant, c'était pas mon problème. Par définition, quand vous travaillez sur la pierre, vous vous intéressez à l'amont de ce cycle, puisque vous regardez le matériau, d'où il vient. Vous l'avez rappelé, c'est important de regarder cette origine. Mais vous travaillez aussi sur l'aval de ce qui se passe quand les occupants habitent les bâtiments que vous livrez. Et est-ce que finalement, ce n'est pas la nouvelle manière dont un promoteur doit envisager son action, de s'intéresser à une sorte de cycle de vie du bâtiment pour vraiment parvenir à cette décarbonation dont on parle? Alors oui, c'est vrai, parce que on a toujours pensé, on a toujours regardé le passé, mais il faut regarder l'avenir. Il faut s'inscrire. Alors on a la chance que cette pierre, elle était là avant, elle est là aujourd'hui, elle est là demain, et que d'autres matériaux avec lesquels on associe entre géosourcé et biosourcé est là. Mais oui, vous avez raison, je pense que moi je suis très choqué quand on me parle d'une durée de vie de 50 ans d'un bâtiment. Vous voyez, j'ai déjà pas ravalé d'immeuble depuis 33 ans, donc pourquoi faudrait que je le détruise au bout de 50 ans? Donc je pense que la dimension aujourd'hui et l'importance que l'on a de tracer l'avenir doit être vraiment dans quelque chose d'important. Et on parle d'environnement, on parle de solutions, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la ville de demain, alors on va peut-être la reconstruire, on va peut-être la modifier, mais elle ne peut pas être sur un ou deux secteurs. Il faut qu'on regarde l'ensemble des choses. On doit vraiment repenser de la manière la plus systémique possible et non pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on répondait à la question de se dire on a besoin de logements, donc il faut faire les intérieurs, et puis l'extérieur, on s'en fout, et puis l'écologie, on s'en fout, et puis ce qui se passera dans 50 ans, c'est pas très grave, on a besoin de loger. Aujourd'hui, non, on doit avoir vraiment une profondeur importante sur les choses. C'est pour ça que la rénovation est importante, qu'on ne doit pas partir avec du négatif là-dessus. Et puis, il faut rassurer l'avenir. On a besoin de rassurer l'avenir. Donc, prendre un bâtiment et expliquer aux personnes qu'avant, c'était comme ceci, on va faire
comme cela pour construire et après on va mesurer les choses, eh bien, vous voyez par exemple l'économie d'énergie, eh bien aujourd'hui c'est 10% quasiment d'un budget, donc il est important aujourd'hui de réduire cette consommation d'énergie. Et puis après vous avez le côté alors patrimonial qui n'est pas forcément rassurant, donc dire à quelqu'un dans 50 ans son immeuble n'est pas bon, enfin vous voyez ça marche pas, donc il faut aller beaucoup plus loin dans cette technique-là. Et puis, il y a un point, aujourd'hui on parle de la ville, mais enfin, il y a quand même 77% des gens qui habitent dans des villes, ou en tout cas d'une manière très urbaine, donc il faut s'en occuper. Et puis, j'ai toujours entendu, la ville, c'est pas la nature, mais enfin... les gens qui habitent, on est tous nature. Donc, si vous voulez, c'est important de remettre la nature au cœur de la ville. Et je pense que mettre des matériaux zéro-sourcés, biosourcés, mesurer l'énergie, moins consommer, eh bien, c'est redonner. La ville devient nature. Donc là, c'est important. Donc on a tout cet enjeu-là, moi, qui pour moi est mesuré, mesurable. C'est pour ça que je ne me considère pas comme promoteur. Aujourd'hui, on est plutôt bâtisseur, aménageur. Vous voyez, il faut regarder une globalité. Moi, je dis toujours à mes équipes, quand on construit un immeuble, qu'on va faire une rénovation, que ce soit 50 ou 500 ou 1000 logements, on doit au départ penser que l'humain va habiter à cet endroit-là et qu'il n'y a pas de limite entre l'espace privé et l'espace public au départ. Parce qu'on doit se promener partout et on doit être bien partout. Le bien-être est devenu une chose importante. Et puis, je trouve qu'on parle beaucoup d'environnement, beaucoup de bas carbone, mais n'oublions pas qu'on est dans un pays où on a fait de très belles choses. On a une architecture, on a des villes dont on est fier. La France, c'est un très beau pays. Hein. Voilà, moi, je possède ce savoir-faire français ancestral qui est la pierre. Alors, j'ai peut-être des origines italiennes, mais je suis très français là-dessus et je pense que ça se mérite et on doit redonner toute sa place au beau dans la construction. Pour une raison simple, c'est que les modes de vie changent. Aujourd'hui, le logement, je disais à mon directeur général, le logement, c'est ce qu'on sait bien faire. Mais la définition du logement, aujourd'hui, c'est pas juste rentrer chez soi le soir et dormir. On y passe sa journée, on y travaille maintenant, on y dort, on y mange, on élève nos enfants. Donc la définition du logement, elle est bien plus importante qu'avant et le bien-être passe par toute cette chaîne de choses. Donc quand on fait un logement, oui, il faut penser à l'humain, en gros. Mais en cet hommage au beau, j'y vois aussi un hommage à Roland Castro qui vient de nous quitter, qui défendait le rôle du beau, notamment dans tous les quartiers, pas que dans les centres-villes. Et je rebondis aussi sur ce terme de bien-être pour conclure avec vous, Pierre. Finalement, la rénovation énergétique, on l'a vu, c'est un sujet technique complexe, mais en fait simple, vous nous l'avez expliqué. Mais du point de vue des usagers, le premier objectif, et vous venez de le dire, quand on veut habiter chez soi, c'est le confort. Est-ce que le plus puissant des moteurs de ce grand mouvement de rénovation qu'on doit enclencher, c'est pas tout simplement la recherche du confort et du bien-être chez soi? Si, j'en suis entièrement convaincu, on le voit même dans les chiffres, c'est assez clair. Aujourd'hui, quand on rénove un bâti qui devient performant énergétiquement, ce qui se passe, c'est que le ménage ou le foyer qui se chauffait avant peut-être à 19, il va gagner 1 degré, en fait, il va chauffer à 20. C'est-à-dire qu'il va peut-être consommer un peu moins au final, mais il va quand même augmenter un peu par rapport à avant pour gagner en confort. Voilà. C'est ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit dans les chiffres, parce que l'important, comme a dit Marc, c'est le bien-être. On est chez soi, on veut être bien. Voilà. Et le sujet de l'énergie, tant qu'on le maîtrise dans les dépenses, c'est important. Mais il y a un vrai enjeu de prise de conscience des enjeux et de prise de conscience qu'il faut aller vers ce bien-être. Mais il suffit de faire le tour du MIPIM, j'ai passé la journée ici. Je vous laisserai regarder le nombre de stands qui parlent de performance du bâti, de matériaux biosourcés ou géosourcés, d'efficacité énergétique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a un vrai travail de prise de conscience à faire. Il y en a dans un sous-sol, là j'ai vu au fond à droite, il y en a un peu, il y a 4-5 stands. Voilà. Non, mais il y a une vraie prise de conscience à faire. Sur lequel il faut travailler tous ensemble, je pense, et voilà, pour retrouver ce côté valeur, vrai, beau et bien-être. Je pense que c'est important. On conclura là-dessus effectivement, parce qu'il faut se rappeler que quand on parle d'énergie, on parle de l'industrie, y compris de l'industrie de la ville et de l'industrie de l'immobilier. Merci beaucoup pour ces très beaux témoignages de vos expériences. Merci à tous. Merci. Je dois dire qu'on a terminé en beauté pour filer la métaphore.
18h passées de quelques minutes sur ce pavillon Grand Paris Région. Les conférences se terminent sur la Paris La Défense Stage et sur la FL Stage. Un aperçu rapide du programme des conférences qui vous attendent pour demain, qui démarre dès 9h30 sur la FL Stage avec une revue des grands projets franciliens 2023 à 2028, en présence notamment de Jean-François Benon, directeur général du CEVO. Ne manquez pas également de 10h à 10h30 la métamorphose des bureaux en logement, une opportunité pour une ville plus durable et plus inclusive avec la ville de Paris. Vous découvrirez également à 10h30 sur la Paris La Défense Stage, Paris La Défense, projets et perspectives, en présence notamment des directeurs des projets urbains et immobiliers de Paris La Défense. Ne manquez pas également à 11h30 ainsi qu'à 14h deux conférences sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, notamment avec Saint-Quentin en Yvelines et Pleine Commune Développement. Enfin, vous aurez également une conférence à 16h30 en fin de journée sur la logistique urbaine avec Sogaris et la métropole du Grand Paris, ainsi qu'à 15h30 une conférence sur le recyclage urbain, créateur de valeur écologique et immobilière avec SNCF Immobilier. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente fin de journée sur ce pavillon Grand Paris et Région et nous vous retrouvons demain dès 9h sur ce pavillon.